Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à la préfecture de Kounki, c'est dans la région de l'Ouest. C'est ici précisément que se réalise ce dimanche, au 4 septembre 2022, l'édition de Scène de presse. La direction générale de la CRTV a bien voulu que nous soyons ici pour partager avec vous les moments importants de la rentrée scolaire 2022-2023. Nous sommes à l'Ouest parce que c'est une région particulière, une région qui, du fait de sa proximité avec le Nord-Ouest en crise, accueille de nombreuses familles déplacées. Et donc, il y a des enfants qui viennent continuer les classes ici. Une région particulière également du fait de ces résultats. Et nous sommes avec les membres de ce panel pour pouvoir discuter des préparatifs de la rentrée dans cette région, voir comment arriver à la fin de l'année, avoir une fin d'année paisible et surtout comment circonscrire la menace sécuritaire qui pèse sur la région, car vous le savez bien, du fait de la proximité avec le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y a de temps en temps des attaques ici. Pour parler de ce sujet, nous avons avec nous autour de cette table Flore Kamga Kenye. Bonsoir Flore. Bonsoir, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de la CRTV et sans rivalité aucune de MyMedia Prime Télévision. Bonsoir à la communauté éducative et principalement aux enseignants. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes déjà présenté, vous êtes de Prime TV et vous avez un site que vous animez, c'est ça? Relais237.com. Voilà. Tout à côté de moi et justement à ma droite, c'est le délégué régional du ministère des enseignements secondaires, Dr François Ngapnia. Bonsoir. Bonsoir Séverin et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toute la communauté éducative nationale qui est en train de nous suivre à l'instant. Nous sommes ravis que vous ayez accepté d'être là sur ce plateau pour parler de la rentrée. Je vais à côté de Flore, c'est Michel Lador Pekoua, bien connu, journaliste de West Echo. Bonsoir Michel. Bonsoir Séverin et bonsoir d'abord à tous les panélistes. Ensuite, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV qui nous suivent en ce moment dans le triangle national, mais aussi hors de nos frontières. Et je voudrais dire également bonne rentrée scolaire à toute la communauté éducative qui va reprendre le chemin des classes à partir de demain. Vos comparants, vous êtes prêts? Oui, comme parent, évidemment, je suis prêt. Je crois qu'ils sont en train de me suivre en ce moment. Je crois qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. On a assumé totalement nos responsabilités de parents. Je crois que les enfants vont aller à l'école sans problème. Merci beaucoup Michel d'être venu. Et enfin, Jean de Dieu Coignet, il est journaliste à CRTV Ouest. Bonsoir Jean de Dieu. Bonsoir Séverin, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. J'admire beaucoup votre tenue, Jean de Dieu. Ah, merci. C'est une tenue de la région de l'Ouest. Nous avons choisi, la CRTV a choisi de venir dans la région de l'Ouest, nous avons choisi d'aborder cette tenue pour montrer que nous sommes bel et bien dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà, nous avons donc décidé de parler de la rentrée dans la région de l'Ouest. Alors, je commence par vous, Flore. Vous couvrez certainement les préparatifs, l'ambiance générale de cette rentrée. Vous avez le sentiment que demain, effectivement, les classes vont reprendre? Bien évidemment, si on s'en tient au niveau des préparatifs en ce qui concerne les parents et les élèves, mais en ce qui concerne les enseignants, il faut dire que ça craint, vu le mot d'ordre de grève maintenu par le CK, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, et le mouvement OTS et OTA. Au niveau du primaire également, ça craint avec les paquets minimums qui ne sont pas encore disponibles pour le moment. Michel, cette région a connu par le passé, a essuyé quelques attaques au niveau de Coptamo notamment. Il y a eu des enlèvements, il y a eu mort d'hommes en plus. Au regard de ce qui s'est passé l'année dernière, vous vous dites cette année, ce sera peut-être bien mieux. Ben, tu fais bien de le relever, hein. Toutes les brigades qui sont le long de la frontière entre l'Ouest et le Nord-Ouest ont le mérite d'avoir été attaquées au moins une fois. De Fongo Tongo à... C'est pas un mérite, ça. Ouais. La malchance, peut-être. Oui, non, mais c'est important de le relever pour que les pouvoirs publics sachent à quoi s'en tenir. C'est très important. Il ne faut pas occulter les réalités. Il y a Fongo Tongo, Babadjou,
Magba, Coptamo, comme tu viens de le relever, dans toutes les brigades qui sont le long, Gali, toutes les brigades qui sont le long de la frontière vers le nord-ouest ont déjà été attaquées au moins une fois. Et c'est important de se dire qu'il faut mettre tous les moyens possibles pour que, effectivement, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves qui sont dans ces localités très proches soient loin du spectre de la crainte. Parce qu'il y a cette crainte qui fait que, évidemment, on ne peut pas être concentré pour poursuivre ses études normalement quand on sait qu'à tout moment, on peut être attaqué, notamment pour les enseignants qui sont affectés. Parce que pour les parents d'élèves encore qui sont de la localité, parfois on peut juguler, mais quand c'est les enseignants qui sont affectés dans ces localités où ils ne sont pas forcément originaires, c'est avec la peur au ventre qu'ils donnent les cours aux enfants. Et c'est très important qu'ils soient sécurisés. Et je crois que c'est d'ailleurs l'une des revendications des enseignants qui promettent de faire rentrer morte demain. Jean de Dieu Coignet, vous avez la chance de parcourir ces zones, ces localités attaquées. J'imagine que vous avez beaucoup d'informations venant de là. On peut se dire demain, il y aura classe. Avec certitude, c'est vrai, on peut dire que demain il y aura classe. Mais la seule inquiétude au niveau de la rentrée scolaire, pour qu'elle soit effective, nous aurons une rentrée scolaire à 2 temps. Au niveau de la zone urbaine, nous sommes sûrs et certains qu'il y aura cours demain. Mais dans la zone rurale, nous sommes dans une région agricole, c'est vrai. Il y a encore les parents qui détiennent encore les enfants dans les champs. Mais ce n'est pas la particularité de l'Ouest, ça existe partout. Donc pour vous dire que demain, si vous prenez le cas de Babadjou, il y aura cours demain. Pourquoi Babadjou? Bon, Babadjou, c'est le premier arrondissement dans la région de l'Ouest à avoir subi la première attaque sécessionniste à l'école publique, au lycée des Avions, où ces gens sont venus jusqu'à brûler, incendier les salles de classe. C'est le cas de Babadjou. Et Babadjou, frontalier avec Santa, il y a le poste avancé ou bien la zone de contrôle mixte. Les gars sont partis attaquer de ce côté-là. Ça veut dire que si Babadjou a été attaqué à plus d'une reprise, mais heureusement que la population a repris confiance, ils sont mis à dénoncer. On a eu il y a quelques semaines, 2 généraux ont été attrapés dans la ville de Bouddha. Généraux entre guillemets. Voilà, il y a dit, par exemple, là, qui dit Michel, et ces 2 généraux, ils ont été pris dans la ville de Bouddha. C'est grâce à la franche collaboration des populations. Il y a eu une dizaine de séparatistes, des jeunes enfants qui ont été également saisis, interpellés. Monsieur le délégué, écoutez ce qui s'est dit depuis le début de ce programme, sur ce plateau. Il y a des craintes quand même. Par contre, au niveau de votre administration, vous placez cette année sous le signe de la réussite totale. On peut atteindre cet objectif dans ce climat, dans cette ambiance de peur installée? Merci Séverin. Il faut dire que les commentaires se font, mais au niveau des enseignements secondaires, nous avançons et nous avons la certitude que la rentrée scolaire sera effective demain. Déjà, le lundi 29, il y a eu reprise de service pour le personnel administratif et cette reprise a été évaluée à plus de 95%. Les enseignants, quant à eux, ont repris mercredi 31. Et le taux de reprise s'évalue à 70%, ce qui doit être revu à la hausse d'ici demain. Et nous avons pris déjà presque toutes les dispositions. Et vu la sensibilisation, nous sommes convaincus que les enseignants ne vont pas suivre les sirènes imprécatoires des syndicats. Il y aura cours demain. C'est vrai, les enseignants ont revendiqué, mais dans la région de l'Ouest, on a sensibilisé et ils ont compris qu'il faut aller à l'école. Le gouvernement est conscient des tâches qui l'attendent. Le gouvernement a pris des engagements. Le gouvernement a commencé à s'exécuter et nous sommes convaincus qu'au fur et à mesure, les problèmes des enseignants seront résolus. Il faut avoir espoir. Flore, cette menace de grève, pour vous, ça peut être un handicap? Bien évidemment, puisque... Mais le délégué rassure, hein, il y a eu des négociations. Le délégué rassure et le délégué prend comme paramètre le fait que
il y a eu des rentrées administratives. Le CECA que nous avons eu à rencontrer il y a de cela 2 jours exactement, le 1er septembre, dit ceci. Justement, ils viendront aux heures des cours dans les salles de classe, mais ce sera une fois de plus comme en février, bouche et craie morte. Ils rassurent même qu'ils seront à la tenue de l'Assemblée générale de la rentrée du 1er trimestre. Mais leur présence, c'est juste une présence revendicative, je ne sais pas comment qualifier cela. Ils seront bel et bien là, mais aucune activité pédagogique ne sera menée. Vous qui rencontrez ces gens-là, est-ce que vous leur avez posé la question? C'est une attitude de responsable? Je leur Quand ils vous disent ça, vous comme parents, comment vous réagissez? Comme parent, je ne suis pas d'accord, mais comme travailleur, je les comprends, parce que le CECA dit ceci. Ceux qui ont lancé le mot d'ordre de grève, c'était OTA, les mouvements OTA, OTS et le CECA. Mais leurs plaintes se fondent sur le fait que lors de la rencontre du 24 août à Yaoundé, ils n'ont pas été écoutés. C'est ceux qu'ils ont appelés les syndicats satellites, seuls eux ont été écoutés et la parole leur a été donnée pour 1 minute seulement. Et cette minute qui leur a été accordée, c'était juste pour résumer leurs revendications en 5 points. Et puis, quand ils ont voulu intervenir, le micro leur a été purement et simplement retiré. Ce qui fait que il justifie le maintien du mot d'ordre de grève par ces faits. Monsieur le délégué, l'État a semblé régler ce problème. Est-ce que ça reste un problème à l'Ouest? Bon, dans la région de l'Ouest, nous avons sensibilisé nos collègues. Nous sommes entrés dans le caractère intellectuel du corps enseignant. Quand vous faites une relecture de certains ouvrages qui étaient au programme tels que Germinal, dans Germinal, Émile Zola essayait de peindre la condition ouvrière en France à l'époque, qui était très lamentable. Mais il y a beaucoup d'enseignements à la fin. Le meneur de la Révolution, Étienne Lantier, il va mourir à la fin. Et le lecteur se pose la question de savoir pourquoi Émile Zola fait mourir son héros dans l'œuvre. C'est pour dire que les revendications, c'est bien, mais il faut comprendre, quand on utilise la violence sous toutes les formes, pour revendiquer, il faudrait savoir que celui qui est en face a des limites, a des raisons. Et il faudrait tendre l'oreille pour le comprendre également. Alors, la violence doit mourir avec Étienne Lantier. C'est ce que nous avons passé le temps à expliquer aux enseignants. Nous sommes allés dans les établissements, même le ministre, le professeur Ngué Kanté s'est investi. Nous sommes allés dans les lycées pour expliquer aux collègues que le gouvernement n'a pas de liquidité. Ce qui est vrai, ce que les autres ne veulent pas comprendre, on les instrumentalise pour rien. L'État du Cameroun n'a pas de moyens. Et s'il y avait les moyens, on aurait déjà sorti pour régler à 100% le problème des enseignants. Ce problème est posé. Et la plus grande autorité de l'État en est consciente et a fait des promesses. Il faut attendre. C'est une question de disposition budgétaire. Vous comprenez un peu? Oui, Flore. Monsieur le délégué, lorsque en février ce mot d'ordre de grève a été, lorsque cette grève a commencé, vous n'êtes pas le porte-parole de ceux qui vont faire grève. Loin de moi cette idée. Je suis parent et mon souhait c'est que mes élèves, mes enfants fréquentent en toute quiétude. Loin de moi l'idée, mais c'est juste que quand on voit ce mouvement-là, leurs revendications, comme le reconnaît déjà le délégué, leurs revendications sont légales et légitimes. Ce sont des gens à qui
on a dit attendez. Et puis, il y a une bonne foi. Ils ont quand même laissé que nos enfants aillent jusqu'aux examens officiels. Mais déjà, monsieur le délégué, il y a une dette qui s'ajoute sur l'autre. Dans la région de l'Ouest, déjà, ils se plaignent du fait que les frais de correction du baccalauréat déjà n'ont pas été payés pour ceux du département d'Undé et ceux du département des Hauts-Plateaux. Les frais de délibération du probatoire et du baccalauréat n'ont pas été payés. Et eux, quand ils allaient aux examens, c'était pour démontrer leur bonne foi. Quand déjà, même ceux-là, ils disent ces frais-là sont prélevés dans les frais d'APE. Et quand vous dites que l'État n'a pas les moyens, les frais d'APE, on est quand même en droit de se poser la question à quoi servent ces frais ou à qui profitent ces frais d'APE. Alors, vous laissez que Michel prenne aussi la parole, Flo. Justement, je vais aller dans le même sens que Flo, parce que déjà, je reviens sur le propos de monsieur le délégué. Il me semble que c'est totalement contre-productif de dire que des gens qui ont des problèmes sont manipulés. Parce que si c'est l'idée qu'on veut faire passer que les enseignants ne savent plus de revendiquer leurs droits parce qu'ils sont manipulés, c'est assez regrettable. Revenons sur l'œuvre qu'il a citée, Germinal. Il fait bien de le citer. C'est une œuvre que nous avons tous lue. Et ça fait partie des œuvres des personnages tragiques d'une certaine époque. Vous avez cité Germinal, je citerai avec vous Les Mains Sales de Jean-Paul Sartre. Les deux étaient dans la même classe de première dans les années 80. Également, vous voyez bien que le personnage principal, à ce moment, à la fin de l'ouvrage, meurt. Il s'appelle Roderer, dans Les Mains Sales. L'image que ces œuvres donnent ne sont pas forcément ce que vous voulez faire passer à l'opinion. Revenons à la grève. La grève, ceci a de particulier. Michel, je vais demander pardon aux téléspectateurs d'entendre ce bruit parce que nous sommes en plein air, donc c'est indirect, que cela ne vous gêne pas du tout. Continuez. Tout à fait. Donc, pour la grève, elle est déplorable pour tout le monde et c'est un dilemme grave. Pourquoi c'est un dilemme? Parce qu'il y a en fait de part et d'autre deux violations des droits fondamentaux. Le droit à l'éducation pour les enfants, qu'il faut assurer, et que... évidemment, on jettera la pierre aussi facilement sur les enseignants parce qu'ils privent les enfants camerounais de leur droit à l'éducation. Mais en face, il y a le droit au travail décent. Et ce n'est pas pour rien que l'OIT est la plus vieille institution des Nations Unies. Parce que l'OIT qui s'occupe du travail décent a été créée depuis 1919, bien avant les organisations qu'on connaît aujourd'hui, notamment pour la santé, l'OMS, le FIDA pour l'agriculture et tout le reste. Parce que la nature, l'humanité comprend très bien qu'on ne peut pas évoluer dans un monde de paix si les gens qui travaillent ne sont pas respectés dans leur labeur quotidien. Donc, monsieur le délégué, l'attitude qui est celle que vous adoptez pour le moment, peut-être vous, au nom du gouvernement, n'est pas la bonne. Il faut discuter avec les travailleurs qui sont les professeurs, les enseignants. Ils ont des droits. On n'est pas le porte-parole des enseignants qui grèvent ici, mais on a bien vu leurs revendications. J'ai un tableau de 28 revendications qui ont été formulées avec les textes de loi. Ce n'est pas des choses extraordinaires. S'il y a eu des avancées au mois de février, c'est parce qu'il y avait quand même à un moment donné une prise de conscience que l'éducation doit être préservée pour les enfants. Mais de l'autre côté, il faut que le gouvernement comprenne que les enseignants dans ce pays doivent être respectés pour ce qu'ils font et pour leur rôle. Ça me permet... Vous avez peut-être dit que je suis un vieux journaliste. Ça me permet de revenir quelques années en arrière. Il y a notamment dans les années 2000, le ministre de l'Éducation avait fait une tournée ici, comme c'est le cas. On lui avait posé la question parce que le statut des enseignants qu'il revendique date de plus de 20 ans. D'accord. Jean de Dieu, vous sembliez nous dire tout à l'heure que tout est bien, mais à écouter le délégué, à écouter Michel, Flo, il y a quand même un problème qui peut gêner le démarrage des cours. C'est vrai, et je voudrais peut-être revenir sur ce comportement de ces enseignants. Il est professeur dans un lycée. Il choisit de faire clair, morte et bouche morte. Mais dès que l'heure finit, à 10 heures qu'il se retrouve dans son champ, le champ c'est le collège privé, comme ils appellent si bien, il peut avoir dispensé des cours à des enfants, de qui se moque-t-on finalement? Je pense qu'il faudrait que ces enseignants reviennent à la raison. S'il faut dispenser les cours, dispensons les cours à tous les enfants. Au lycée, tu refuses de dispenser les cours.
2 heures de temps après, tu es dans un collège pour dispenser des cours. À quel enfant? Et pour quel but finalement? Donc pour moi, au regard de tout cela, et comme le délégué disait tout à l'heure, c'est vrai, j'ai eu la chance d'animer cette émission, ce souvenir sur la CRTV, qui nous ont permis de rôder, de faire le tour de la région pour voir au niveau des préparatifs. Par le passé, on a l'habitude de dire le premier jour de la rentrée, on vient nettoyer. Mais je peux vous rassurer que dans le fin coin reculé, la salle de classe, la doisine a été mise, les communes ont apporté leur concours avec l'association des parents d'élèves pour nettoyer les salles de classe. Donc, il est plus hors de question que les élèves arrivent le premier jour pour nettoyer. Donc, au regard de tous ces paramètres, c'est vrai, on est sûr à 99% que les cours vont reprendre demain matin. D'accord. Monsieur le délégué, on va pas, n'est pas l'objectif de l'échange, c'est pas sur la grève. Espérons que chacun va retrouver la raison, les négociations qui sont en cours, que tout pourra se mettre en ordre et que les enfants puissent commencer l'école. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a au moins 12 950 jeunes venant des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces jeunes-là, c'est des enfants des familles déplacées que vous devez accueillir dans cette région, encadrer, leur donner le savoir nécessaire. Monsieur le délégué, est-ce que vous avez la ressource, vous avez la capacité d'accueillir cet afflux d'élèves qui, ma foi, n'est pas à négliger? Oui, merci. Le flux des élèves déplacés venus des zones en crise, le sud-ouest et le nord-ouest, est un problème très préoccupant dans la région de l'Ouest depuis le début de cette crise. Il faut dire que le nombre va décroissant. Il y a 3 ans, on enregistrait plus de 20 000 dans la région. 24 000. 23-24 000. Et depuis l'année dernière, ça descend. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve à 12 950. Il faut dire que quand ils arrivent dans la région de l'Ouest, il y a 3 problèmes saillants. Le problème de logement, d'abord, le problème de scolarité et le problème de survie. Le gouverneur de la région s'y investit énormément avec les autres autorités administratives. Quant à nous, nous nous occupons du problème de la scolarité. Comment les accueillir? Le ministre des enseignements secondaires a donné des instructions fortes, à savoir tout faire pour les recevoir dans nos établissements scolaires. Et sur quelle base on les recrute? C'est des enfants? Comment vous les recrutez? Parfois, ils vous arrivent, ils n'ont pas de papier, vous ne connaissez même pas le niveau, il y a tous ces problèmes. Est-ce que ça ne fait pas un problème ici? Cela devrait faire un problème, mais je vais aider le délégué parce que quand même, dans le cas d'espèce, il y a des élèves qui arrivent, ils ont tout perdu dans les incendies, etc. Je crois que le gouvernement a demandé que les proviseurs des lycées notamment, ou le cycle bilingue, ou le cycle anglophone parlant ici, existe, qu'on puisse avoir certaines libéralités pour eux. Ils sont exemples des frais d'APE notamment, des frais exigibles, ils sont exemples de ça. On est obligé de faire confiance au dire de leurs parents. Et puis très souvent, ils ont prescrit, monsieur le délégué a prescrit à ses collaborateurs, un accompagnement psychologique pour les parents d'élèves victimes, évidemment, des violences dans le nord-ouest et dans le sud-ouest et qui ont été obligés de se déplacer dans la région de l'ouest. Vous avez noté qu'on est parti de 23 000, environ 12 000. C'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que... Il y a accalmie de l'autre côté? Non, pas qu'il y a accalmie, parce qu'on n'a pas fait... Ceux qui sont partis il y a 3 ans ne sont pas rentrés. Donc, ça veut dire que le désordre continue, mais on est en train de vider, parce que les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en train d'être vidées de la population scolarisée. Vous allez voir les statistiques avec notamment l'Office du bac de Cameroun. Le nombre d'étudiants qui concourent dans ces régions-là, c'est pratiquement insignifiant par rapport à la période d'avant 2016. Donc c'est très important de dire que si ça baisse, cela ne veut pas dire que la situation, c'est parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement du personnel à enseigner. Donc les enfants qui sont dans les parents, chaque parent voudrait que son enfant ait une bonne éducation. À un moment donné, si la paix ne vient pas, on les envoie à Douala, Yaoundé, Bafoussam, comme vous le savez. Donc on s'attend à ce que si la paix ne revient pas, ce sont des régions qui seront totalement vidées des enfants.
Je voudrais rectifier quelque chose que le DP a dit tout à l'heure et je crois que c'est extrêmement grave si on laisse passer cela. Il a dit que les déplacés internes sont exempts des frais exigibles et des frais d'APE. Je pense que c'est faux. Sous le contrôle de monsieur le délégué, ils sont exempts des frais exigibles, pas des frais d'APE. Et lorsque, par ricochet, j'analyse également la déclaration du délégué qui dit qu'il y a une baisse, j'analyse cela autrement. Je pense que si ces chiffres ont baissé, c'est parce que c'est une déperdition. Parce que quand on voit le montant d'APE, c'est au-delà des frais exigibles. Les frais d'APE, c'est entre 25 000 et... Or, au premier cycle, par exemple, les frais d'APE s'élèvent à 7 500. Au second cycle, les frais exigibles s'élèvent à 10 500 francs. C'est en deçà des frais d'APE. Et ces gens... qui doivent payer ce montant faramineux parce que j'ai eu à rencontrer une déplacée interne qui se plaignait justement du fait qu'elle a amené ses enfants dans un établissement de la place à Bafoussam et on lui a dit tout simplement va voir le gouverneur pour qu'il vienne payer ces frais-là. Donc, la baisse... C'est aussi des cas isolés, Bon, on peut voir cela comme ça, mais j'analyse juste la baisse des chiffres. Et donc, je voulais également corriger le fait qu'ils sont exempts des frais d'APE. Il y a eu des annonces fortes indiquant que ces enfants qui font partie des catégories vulnérables bénéficient des aménagements tout à fait particuliers, mais est-ce que ces aménagements ne sont pas respectés? Disons que ces aménagements, d'abord les instructions de Madame le ministre, on les respecte dans nos établissements. Je voudrais dire merci à Madame parce qu'elle a corrigé une petite erreur. Les élèves déplacés sont exonérés seulement des frais exigibles. Ils doivent payer les frais d'examen et les frais d'APE. Mais Madame le ministre a pris beaucoup de dispositions pour essayer de créer d'autres établissements dans des endroits, dans des zones où il y a une forte colonie des élèves déplacés. C'est ainsi que des CES ont été créés dans la zone de Coptamo. On a créé un CETIC bilingue à Badeng, un CETIC bilingue à Fagnon, dans le Ndé, et puis le lycée technique de Banengo a été transformé en bilingue pour permettre d'accueillir ces élèves internes. Parce que les programmes dans les sous-systèmes anglophones et francophones ne sont pas les mêmes. Donc, l'État est en train de jouer pleinement son rôle. Et c'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Et il faut également encourager l'action de certaines élites. Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom du gouverneur. Le gouverneur est très paternaliste. Il soutient beaucoup d'élèves déplacés. Il paye de ses propres poches beaucoup de scolarité à cette catégorie d'élèves. Oui, et à côté du gouverneur, s'il vous plaît, il faut ajouter également certaines élites telles que l'honorable Albert Quinche, qui fait beaucoup d'efforts pour assister ces élèves déplacés en offrant un appui matériel et financier. Dans l'ONDE, il y a son Excellence Madame Célestine Ketcha-Cortez qui fait de même. Et dans la MIFI, nous avons le professeur Nguye Kanté, ministre secrétaire adjoint des services du Premier ministre. Et il y a également l'honorable Ngouchingue Sylvestre qui font des efforts pour accueillir ces élèves déplacés dans la région de l'Ouest. Je voudrais qu'on revienne sur l'enseignement technique. Avant de revenir, j'espère que ceux qui n'ont pas cité ne vont pas se fâcher parce que la liste n'a pas été exhaustive. Hein? Non, la liste n'est pas exhaustive. Elle est longue. Okay. Donc c'est pour dire que beaucoup d'efforts sont déployés. On est d'accord que la communauté éducative s'élargit à l'Ouest et que chacun apporte de sa pierre. Alors, je voulais parler de l'enseignement technique. Vous savez qu'on connaît bien cet enseignement dans le sous-système francophone. Il est bien structuré. Alors, un élève qui vient du Nord-Ouest, quand il arrive ici, comment ça se passe dans un établissement? Comment ça se passe? Il fait le concours d'entrée en première année.
Et c'est ce qui se passe actuellement en zone anglophone, Oui. qui est présent à l'ouest. Ça veut dire qu'on a déporté le système, le sous-système anglophone dans notre région. Je reprends ma question. Oui. Il y a une attaque qui se produit, comme ça a eu lieu à Coptamo, Oui. et puis les enfants vous arrivent ici. Vous jugez leur niveau, vous les dispersez dans les établissements. Comment ça se passe avec... Ça pose un problème véritable. Dans certains établissements, les chefs procèdent à des petits tests selon la déclaration de l'élève. L'élève dit j'ai le niveau de première. On procède à un petit test comme ça pour essayer de voir s'il est vraiment capable de tenir dans cette classe. Et le plus souvent, les résultats sont erronés, on les met et puis en fin d'année, on se rend compte que les résultats escomptés ne sont pas là et ça infléchit négativement les résultats dans la région de l'Ouest. Mais Et l'éducation inclusive dont on parle, ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Bon, c'est une situation particulière. Peut-être que l'éducation inclusive ici concerne beaucoup plus les élèves vivant avec un handicap. Donc, nous ne les logeons pas dans le même registre. Alors, j'ai entendu tout à l'heure autour de cette table la question de l'APE qui revenait. Je me posais des questions. Ça existe toujours, les textes, que disent les textes sur ce point-là? Parce que les parents posent la question. Il y a les faits exigibles, il y a les APE. Monsieur le délégué, comment ça se passe à l'Ouest? Bon. Je suis sûr que Jean de Diop-Poigné, vous êtes au courant de ce problème qui est posé. Tout à fait, parce que Flo le soulignait il y a un instant, Séverin. Si les frais exigibles au premier cycle, c'est 7 500. L'APE au premier cycle, c'est 25 000. Frais exigibles, second cycle, 10 500. L'APE, 25 30 000. On se pose la question, bon, pourquoi? Maintenant, ça varie même souvent en fonction des établissements. Le lycée classique, on voit le lycée classique, ils vont vous dire ils ont des problèmes d'enseignants vacataires. Mais nous allons au lycée bilingue de Baham ou bien à Poumz. Le même problème se pose. Au lycée classique, on prend 25 000. À Baham, on prend 10 000, comme à peu ou 15 000. Pourquoi cela, monsieur le délégué? Disons que les taux d'APE sont librement fixés par l'association. Les parents se réunissent, essayent d'évaluer les besoins et adoptent un taux. Il s'agit d'une association. Alors, ça varie d'un établissement à un autre en fonction des besoins. Il y a des établissements qui sont nantis en infrastructure, en personnel. Et quand les parents se réunissent pour adopter un taux d'APE, c'est un peu différent par rapport aux établissements qui ont d'autres difficultés bien différentes. Alors, il faut reconnaître donc qu'on ne peut pas planifier, on ne peut pas avoir le même taux. Mais Madame le ministre a sorti un texte l'année dernière parce qu'il y en avait qui allaient au-delà des taux qui étaient excessifs. Madame le ministre a demandé qu'on ne déborde pas les 25 000. Et il y a une réflexion qui est... Tout le monde s'est arrimé à 25 000 maintenant. Voilà. Alors, tout le monde dit maintenant, le madame ministre d'APE, c'est 25 000. Non, pas tout le monde. Il y a des établissements qui sont encore à moins de 20 000 francs dans la région de l'Ouest. Je peux vous en citer. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème de fond, tous les parents? Un problème de fond parce que quand j'entends monsieur le délégué faire ses aveux en s'appuyant sur les prescriptions de madame le ministre, je me demande si les informations que nous avons pu avoir... Vous avez quelles informations? Notamment que monsieur le délégué va peut-être nous démentir. Je ne veux pas qu'il soit dans la position de quelqu'un qui est accusé. Mais la société civile, qui est souvent dans l'accompagnement des APE, se reproche justement, monsieur le délégué, il a exclu un certain nombre d'associations de la société civile de ces établissements-là parce qu'on lui reproche d'avoir délibérément augmenté les frais d'APE, alors que, comme il le dit lui-même, ça doit être une décision de l'Assemblée des parents d'élèves.
Et on peut comprendre très bien que les charges sont ce qu'il est en train de dire, mais ce serait important qu'on développe la culture du dialogue, parce qu'on est revenu tout à l'heure, on l'a évacué peut-être trop rapidement parce que les sujets à débattre sont importants. Même la revendication des enseignants, je crois qu'on peut avoir de meilleurs résultats en discutant et pas en menaçant. Dans le cas d'espèce, la société civile a sa place dans les APE et doivent participer, comme ça a été le cas avec ses prédécesseurs. Ils doivent participer lorsqu'il y a des cérémonies pour évaluer, arrêter un budget comme celui qui a été décidé, c'est ça important. J'ai suivi le discours de monsieur le délégué lors de la sectorielle où il justifiait un peu certaines charges qui étaient décidées par la hiérarchie, notamment les clean school, les frais informatiques, etc. Malheureusement, c'est supporté par les frais d'APE, d'après ce que certains proviseurs disent. Et ce n'est pas normal, parce que si, à partir de ce moment-là, si on peut demander à l'APE de prendre en charge, mais de fixer lui-même, de trouver les personnes qui vont faire ces nettoyages dans les écoles, parce que nous aussi, nous avons été des élèves. On n'avait pas besoin de l'expertise extérieure pour faire le nettoyage dans nos salles de classe. Le règne de l'enfant roi, aujourd'hui en train de tuer l'éducation, et tout ça participe des mauvaises politiques de l'éducation parce que ça se décide très mal. Il est peut-être aussi temps d'implémenter la décentralisation pour que chaque région, avec ses spécificités, s'occupe de son éducation. Flore, c'est pas... Oui, vous allez prendre la parole. C'est pas... Justement, on se souvient que l'année dernière, les frais d'APE ont beaucoup jasé dans la région de l'Ouest. Ça a beaucoup jasé, pourquoi? Parce que les associations des parents d'élèves jugeaient que les résolutions leur avaient été imposées. La procédure n'a pas été suivie. La procédure qui voudrait qu'il y ait une assemblée générale au cours de laquelle on propose, on analyse et on critique avant résolution. Et lorsqu'il y a résolution, on adopte ce qui devient obligatoire. Or, ils ont eu des injonctions, comme ils le disent, venant du haut. Ce qui fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces décisions-là. Et même quand Madame le ministre a plafonné le montant à 25 000, elle n'a pas dit ce à quoi devait servir cela, parce que les APE, disent-ils, c'est pour des projets, et ces projets-là sont discutés et adoptés lors de l'Assemblée générale, monsieur le délégué. Sévérin. Bon, merci. Ce que je vais dire, c'est que vous avez évoqué certaines personnes de la société civile qui ont été exfiltrées des établissements. Vous êtes des journalistes. Vous avez fait l'ancienne école, que j'appelle la bonne école. Tenez, il y avait beaucoup de respect à l'école auparavant. Je vous assure, quand vous lisez par exemple Platon, qui nous a beaucoup inspiré dans le passé, Platon avait écrit au fronton de l'Académie, « Nul ne peut entrer ici s'il n'est géomètre. » Je vous assure, vous parlez parce que vous êtes des intellectuels sincères. Il y a des associations qui viennent dans les établissements avec l'objectif de venir former les APE. Former les APE. On se demande, est-ce que les textes de l'APE demandent une formation? Les textes sont clairs et on peut les appliquer sans avoir besoin d'être formé. Et ces associations, lors de leur séance de formation, exigent des sommes, 25, 30 000. Quand vous multipliez par 350 établissements publics que compte la région de l'Ouest, vous comprenez que c'est tout un budget. Vous le dites parce que vous ne connaissez pas mon point de vue. Madame le ministre le sait. J'ai suggéré. Le savoir aussi. Oui, j'ai suggéré, vous allez m'excuser, je vais me représenter. Je suis docteur, chercheur en analyse textuelle littérale et sur les systèmes scolaires des pays d'Afrique noire francophone au Grial de l'Académie de Bordeaux. Pour moi, c'est un point de vue personnel. On devrait proscrire les frais d'APE et maintenir seulement les frais exigibles. Et pour que l'école soit dirigée par les écoliers, j'entends par écolier ici le personnel enseignant et même les élèves.
les personnes extérieures, parce que quand vous voyez, il y a eu beaucoup de problèmes dans la région de l'Ouest. Au niveau des APE, certains se sont tapés des titres fonciers. Ils viennent dans les établissements. Ils donnent l'impression de venir pour les élèves, alors que c'est pour des intérêts égoïstes. C'est eux qui recrutent les enseignants. C'est eux qui construisent les salles de classe, moyennant du coût et leur fonctionnement. Vous savez, l'APE est bénévole. On ne doit pas, il n'y a pas de rémunération quand on est dans un bureau d'APE. Mais ils se tapent un budget de fonctionnement qui vont dans les 10, 15, 20%. Imaginez des grands établissements où de 5 000 élèves avec peut-être 15 000 francs d'APE, ce que représente 15%. Et c'est ça, mon frère. Vous allez comprendre que je suis seulement rigoureux. Je n'ai pas de haine contre une association quelconque. Je veux seulement qu'on respecte l'école. Et même tout à l'heure, je voudrais revenir sur un pan de tout à l'heure, quand les syndicalistes disent que les enseignants doivent aller en classe, rester devant l'élève sans rien faire, ils suscitent la pitié de l'élève. Ils suscitent la pitié de l'élève alors que l'enseignant, c'est le maître. Il ne doit pas perdre son image devant les parents ni devant les élèves. Monsieur le délégué, oui, rapidement parce qu'on va passer dessus. Sauf que, monsieur le délégué, lorsqu'on parle de son image, cet enseignant-là, cet enseignant que nous avons connu, c'est cet enseignant-là qui, lorsqu'il arrive en classe, ne quémande pas les beignets d'un enfant. Ça se fait maintenant, monsieur le délégué. Dans les écoles maternelles, on fouille les sacs des tout petits pour avoir de quoi manger. C'est cet enseignant qui est démoralisé. Ce n'est pas cet enseignant que nous avons connu. Cet enseignant, pour nous, il était glorifié parce qu'il ne descendait pas. Or, comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille, monsieur le délégué. Vous me permettez, Séverin, pour ne pas perdre le fil. Je vais vous dire, madame, tout est question d'organisation. C'est vrai, vous allez dire que c'est parce que je suis délégué régional que je prends cette position. Je suis enseignant. Le peu qu'on dispose, si on l'utilise rationnellement, on peut faire des réalisations. Quand vous regardez les salaires, le salaire de l'enseignant est supérieur à celui d'un administrateur civil. Ah bon? Oui, allez voir. Allez voir. Un enseignant gagne plus qu'un administrateur civil. L'enseignant doit sortir de l'alarmisme. Je vous assure, j'ai mes élèves qui m'écoutent. Je gérais mon peu de salaire, mon petit salaire, de manière circonspecte. Quand il n'y a pas de l'argent, on doit éviter de se retrouver dans les bars. On doit éviter on va à l'essentiel. Et c'est ça. Je vous assure, c'est parce que le Cameroun n'a pas de moyens actuellement. Le gouvernement sait, le gouvernement est conscient de la pénibilité, de la lourdeur de la tâche de l'enseignant. Et c'est pour ça que je dis que les lendemains meilleurs sont en chantier. L'enseignant doit garder espoir, car c'est au cueilleur de vin qu'appartient la saveur de la vie. N'importe comment, l'enseignant sera au top dans cette société. Il est aisé de constater, nous l'avons évoqué tout à l'heure, que le nombre de déplacés venant du nord-ouest et du sud-ouest, tout au moins les élèves qui vont à l'école, ce nombre a baissé. On est passé de 24 000 à 12 950. C'est encouragé. Bien que vous pensiez que ce n'est pas parce qu'il y a calme. On a vidé la réserve. Mais le problème demeure le problème de la menace et je vous propose de regarder les efforts qui sont faits par les autorités publiques locales, notamment le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, pour que ces élèves vulnérables aient un bon encadrement. Nous regardons. Un peu partout dans la région de l'Ouest, il y a des collèges ou des lycées bilingues pour accommoder tous ces déplacés internes. C'est difficile, mais nous sommes en train de faire avec parce que chaque fois que nous croyons que nous avons pu absorber tout ce qui arrive, voilà, même au cours de l'année, il y a d'autres
qui arrivent. Donc c'est un problème permanent parce que voilà le début de l'année académique, les différents responsables d'éducation sont en train de gérer un problème. Je peux vous dire que pendant le sectoriel, c'était un problème à aborder. Comment accueillir et s'occuper des déplacés internes. Il y a des consignes particulières qui ont été données par Madame le ministre des Enseignements secondaires ainsi que Son Excellence le ministre de l'Éducation de base et l'autre de la formation professionnelle, qu'on doit les accueillir et on doit s'occuper d'eux parce qu'ils sont en difficulté. Ce sont des Camerounais, ce sont des personnes vulnérables, donc on doit d'abord les accompagner, comment connaître leurs problèmes, les spécificités, parce qu'ils arrivent avec beaucoup de problèmes. Pas seulement, ils ne cherchent pas seulement l'éducation, mais certains d'entre ces enfants ont des problèmes psychologiques après avoir traversé des moments très difficiles. Vivement que cette situation trouve une solution. Un autre problème qui peut être un élément perturbateur du déroulement de la rentrée scolaire, c'est le phénomène des établissements clandestins. On en parle à Yaoundé, on en parle ici à l'Ouest également. Michel. Ben, disons que les établissements, à partir de quand est-ce qu'un établissement est dit clandestin? À partir du moment où il n'a pas respecté les conditions pour toutes les conditions qui sont exigées de par la réglementation. Mais alors, pourquoi est-ce que, quand monsieur le délégué, parce que c'est lui qui a la bonne réponse à cette question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits pour sortir ces établissements clandestins de l'informel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces établissements ne remplissent pas toujours les critères parce qu'ils ne peuvent pas les remplir. Il y a des conditions qui sont... Un exemple simple. On demande à un établissement d'avoir par exemple des aires de jeu pour pouvoir l'homologuer. C'est un cas. Mais on se rend compte qu'il y a même un lycée bilingue à Bafoussam qui n'a pas d'aire de jeu. Donc il y a des conditions qui sont exigées à certains établissements qui fait qu'ils sont obligés de rester dans la clandestinité, dans l'informel. Et la solution, il me semble, c'est pas du tout répressif. Il faut accompagner la sortie de la clandestinité de ces établissements-là. Et c'est en ce sens que nous sommes demandeurs de ce que le gouvernement fait pour sortir véritablement ces établissements clandestins. Parce que la fermeture, imaginez un établissement clandestin avec 300 élèves. Vous imaginez bien que c'est une crise sociale qui est en train d'être créée. Ils ont payé des frais exigibles, comme on dit, et après, ils ne peuvent pas concourir aux examens parce qu'on s'est bien rendu compte que l'établissement ne remplissait pas un certain nombre de critères. Moi, je crois que je ne suis pas favorable pour la solution de la répression tout azimut parce qu'il y a des accompagnements qu'il faut faire pour que certains établissements sortent de la clandestinité. Jean de Dieu Coignet, le gouverneur, a lancé jeudi dernier une campagne de fermeture de ces établissements. Vous pensez que cette opération puisse produire des résultats à court terme? Bon, à court terme, mon inquiétude, c'est vrai, c'est au niveau du timing. Si le gouverneur, à travers l'inspecteur général des services régionaux, lance l'opération, c'était jeudi, alors qu'on sait qu'il y a plus de 2 semaines, le ministère a sorti la liste de ces établissements clandestins. Que fait-on de ces parents qui ont déjà inscrit leurs enfants dans ces écoles? Et surtout, ces écoles sont créées où? Sont créées où il y a la demande. Ces écoles sont, le gouverneur vient de nous parler des lycées bilingues qui sont créés. Combien de lycées bilingues sont créés dans notre région? On se demande. Mais il y a autant de collèges privés bilingues dans la région de l'Ouest. Maintenant, le délégué nous dira, le ministre a sorti une aide pour former certains collèges bilingues de la région de l'Ouest. Et pourtant, les enfants sont déjà inscrits. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas, Flore, le fait qu'il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires, des promoteurs véreux qui sont entrés dans le secteur parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans? Comment vous expliquez le fait qu'on combatte ce phénomène, mais il revient toujours? Je pense que l'administration prête le flanc à cela. La communauté éducative, ce n'est pas seulement l'administration, hein. Il y a vous, parents, il y a les enseignants, il y a tout le monde. Est-ce que les autres maillons de la chaîne interviennent pour que ce phénomène-là s'arrête? C'est vrai, celui qui a la responsabilité, c'est l'administration. Dans la communauté éducative, celui qui a la responsabilité, c'est
L'administration, ce n'est pas nous. C'est l'administration qui peut frapper le point. On ne peut pas arriver à un point où tout le monde se pose des questions. Celui qui doit frapper le point sur la table, c'est l'administration. Et on a créé ces établissements sous l'œil vigilant de l'administration qui pouvait mieux faire que d'attendre que des gens se déploient pendant 1 an, 2 à 3 ans avant de venir servir une sommation. Je ne sais pas. Il aurait mieux fallu éviter cela. Et comme l'a dit JDK, il y a des parents qui ont déjà versé des frais de scolarité dans ces établissements-là. Je ne sais pas si le moment est approprié. Ce serait mieux de le faire, mais à long terme. Monsieur le délégué, l'État a démissionné. C'est depuis des années qu'on parle de ce phénomène. Il revient toujours. Ce sont les parents qui ont démissionné parce que c'est aussi le fait des parents choisir d'aller inscrire un enfant dans un établissement qui n'est pas reconnu. Mais qui est proche de la maison, c'est vrai. Oui, d'accord, mais qui n'est pas reconnu. On peut quand même faire un effort. Qui est proche de la maison et la sécurité On de peut quand même l'enfant. faire un effort de vérifier si l'établissement est homologué. Au moment de s'inscrire, il Oui. faut que le parent soit sûr que cet établissement est Homologué. clandestin. Mais Voilà. on ne sait pas. D'accord, monsieur le délégué. Merci. Une fois encore, je suis étonné que vraiment les intellectuels que sont les journalistes ne portent le doigt accusateur que sur l'État. Je vais vous dire, toute organisation, il faut respecter toute organisation. Est-ce qu'on doit laisser n'importe qui ouvrir une clinique pour opérer les malades? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va laisser n'importe qui pour ouvrir une pharmacie? Non. Depuis un certain temps, l'État du Cameroun a plutôt apporté de l'ordre dans la création des établissements. Parce qu'auparavant, c'était des affaires simples. Maintenant, on y apporte une touche professionnelle. Il faudrait qu'on sache que l'école ne doit pas être ouverte tout simplement pour gagner de l'argent. Il faudrait qu'on sache que l'école a une mission éducative. Ce qui fait que le promoteur doit jouir d'un certain niveau intellectuel, niveau licence. Voilà ce que recommandent les textes actuels. Et en plus, pour ouvrir l'établissement, le propriétaire, le promoteur doit disposer d'un titre foncier. Il y en a qui n'en ont pas. Mais le parent n'a pas le temps de demander le titre foncier au promoteur. Le parent n'a pas le temps de demander le titre foncier au promoteur. C'est pour cette raison que nous disons le parent doit s'informer avant d'aller inscrire l'enfant dans un établissement Les parents privé. sont complices eux aussi. Oui, mais complice, c'est trop facile de jeter la pierre dans le jardin des parents. Moi, je suis un peu étonné avec cette culture du diplôme. Quand on dit par exemple qu'il faut avoir une licence pour ouvrir un établissement d'enseignement, je ne sais pas, primaire, secondaire ou universitaire. Non, il faut qu'on doit comprendre à un moment donné. Nous sommes des journalistes, c'est vrai. Mais il y a une époque ici dans ce pays où les meilleurs journalistes n'étaient pas forcément ceux qui ont des grands diplômes en journalisme. C'est toute une culture. Parce qu'il y a des comment il peut dire ça? Il y a des formations qui peuvent se faire, pas forcément sur le plan académique, et on doit juger sur la qualité de l'éducation qui est donnée. Première chose. Deuxième chose, il faut partir du fait qu'il y a un besoin. Et l'État ne peut pas tout faire. C'est votre credo en ce moment. L'État ne peut pas tout faire. Donc, il faut accompagner une initiative privée en fonction de l'éducation, quitte à faire le glissement de l'informel vers le formel. L'ascension qui est la fermeture, il me semble que ce n'est pas ce qui est recommandé. Sinon, on est en train de créer d'autres problèmes. L'État doit s'impliquer, c'est vrai, pour réglementer, pour former, mais pas pour forcément empêcher aux enfants d'avoir le droit qui leur est dû, le droit à l'éducation. Parce que quand on dit le droit à l'éducation, c'est vrai qu'il y a les enseignants qui empêchent les enfants d'avoir le droit à l'éducation, mais le gouvernement qui ferme les écoles, qui ont plus de 100, 200, 300 élèves, sous prétexte que le promoteur n'a pas une licence, le promoteur n'a pas le titre foncier sur le terrain où il est bâti,
Moi, je crois que quelque part, il y a une défaillance qu'il faut dénoncer. Ça veut dire que vous êtes favorable à des créations anarchiques? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis favorable à ce qu'il y ait un accompagnement pour la sortie de l'informel vers le L'État formel. accompagne assez parce que ceux qui sont en règle bénéficient des subventions de l'État. Mais voilà, Il y a des subventions. Et ceux qui ne sont pas en règle sont fermés. Écoutez, pour ouvrir, il faut une autorisation. Oui. Mais sans autorisation, quelqu'un se met à fonctionner pour qu'on accuse l'État par la suite. Moi, je crois que ça ne va pas. Vous avez bien fait de parler de l'accompagnement de l'État, notamment par les aides qui sont faites aux établissements privés. Évidemment, si les conditions sont remplies, c'est bien que ceux qui sont en règle bénéficient de ce soutien financier. Mais ceux qui ne sont pas en règle, on peut les pénaliser déjà en ne pas leur accordant des aides, mais pas en fermant les écoles où on crée une crise sociale en envoyant les enfants au quartier. Je vais vous prendre un exemple. Je suis délégué régional, donc je maîtrise les différents problèmes dans la région. On a fermé un établissement l'année dernière à Bouda. Ils ont fonctionné dans la clandestinité. À Tonga, c'était la même chose. Ils ont fonctionné dans la clandestinité. En fin d'année au DC, les enfants sont allés composer. Arrivés là-bas, il n'y avait pas leur nom. Le promoteur avait disparu. On a failli lyncher le principal. N'eût été l'intervention des forces de maintien de l'ordre, on aurait mis à mort ce principal. Vous mettez de l'eau à mon vin, hein, monsieur. Bon, c'est pour vous dire que quand on fonctionne dans la clandestinité, quand ça réussit, d'accord, mais quand il y a des problèmes, c'est là où les responsabilités doivent s'établir. Même le promoteur qui fonctionne dans la clandestinité s'expose à des sanctions pénales. Alors, à ce niveau-là. Donc, il faut éviter le pire. Il y a la rentrée scolaire qui nous préoccupe, c'est le sujet phare de notre échange à Bafoussam, à Banganté, à Banjoun, dans toute la région de l'Ouest. Nous sommes précisément à la préfecture du Konki, à Banjoun. Mais il y a eu pendant la semaine d'autres faits d'actualité traités par les presses et nous allons écouter Franck Evina qui a essayé de faire le relevé de presse de la semaine. Demain, c'est jour de rentrée. Cameroun Tribune rassure, ça sera en toute sécurité. Le quotidien bilingue national se base sur les résolutions de la réunion d'évaluation de la situation sécuritaire présidée sur instruction du chef de l'État par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Betty Assomo a parlé d'un ton ferme à en croire Réalité Plus. Ceux qui tenteront de troubler la reprise des cours rencontreront les forces de défense et de sécurité sur leur chemin. Car comme le démontre Essingan, l'arsenal sécuritaire est en branle, chefs de corps et commandants territoriaux sont d'alerte pour un retour à l'école sans risque. Allusion notamment à la grande inquiétude évoquée par le journal Émergence au sujet du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef de l'État, chef des armées, n'a pas oublié les enfants des soldats morts dans ces deux régions en crise et ailleurs en mission commandée. Du matériel didactique leur a été remis. Cameroun Tribune parle d'une rentrée assurée pour ces orphelins de guerre. Réalité Plus salue le devoir de mémoire effectué par le ministère de la Défense. Le soir célèbre la solidarité de la patrie envers ses pupilles de la nation. Cette semaine également, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a tenu une réunion spéciale pour l'évaluation de la situation sécuritaire à la veille de la rentrée scolaire. C'était à Yaoundé. Et cette réunion a permis au ministre Joseph Betty Assomo de rappeler que toutes les mesures sont prises pour que, effectivement, les cours reprennent demain. Nous avons donné la possibilité à Michel Renaud Ouanja de nous parler de la sécurité à la veille de la rentrée. Nous regardons son reportage avant de revenir sur les menaces qui pèsent sur la région de l'Ouest. Michel Renaud Ouanja. La crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a un impact dans le suivi des programmes scolaires. Même son de cloche à l'extrême nord avec les exactions de Boko Haram. La paix étant une vertu,
Garantir une année scolaire sans couac sur l'étendue du territoire s'impose avec acuité. La réunion de sécurité présidée cette semaine par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assommo, avait pour objectif mettre sur pied des stratégies idoines visant à garantir une année scolaire sans faille sur le plan sécuritaire. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on a noté ces derniers mois une amélioration d'ensemble de la situation, comme en témoigne le déroulement sans incidents majeurs de la dernière session des examens officiels. Toutefois, les cas signalés d'enlèvement contre demande de rançon, d'usage d'engins explosifs improvisés sont interpellatrices. La présence du ministre de l'administration territoriale Paul Tangandji, celle du délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele, ou encore celle du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, sans toutefois oublier celle du secrétaire d'État en charge des anciens combattants, ainsi que la présence des officiers généraux, étaient significatives à la rencontre. L'école étant un facteur de développement, faire de l'année scolaire 2022-2023 une année réussie sur le plan sécuritaire reste un devoir pour les institutions qui devront construire une parfaite synergie avec la communauté éducative. Nous l'avons dit au début de ce programme, il y a une menace sécuritaire qui pèse sur la région de l'Ouest, pèse sur la reprise des classes. L'année dernière, il y a eu déjà des attaques meurtrières, il y a eu des enlèvements, et le ministre en parlait d'ailleurs pendant la réunion qui s'est tenue à Yaoundé en semaine. Alors la question que je vous pose, au vu de ce qui se passe, nous imaginons que dans ces localités qui sont proches du nord-ouest et du sud-ouest, il y a une psychose qui s'est installée, la peur s'est installée. Comment contourner la difficulté, Flore? Est-ce que c'est possible? Bien évidemment, c'est possible. Les forces de maintien de l'ordre se battent comme ils le peuvent. Mais là, j'ai une pensée pour le lycée bilingue de Bachoua. Dans ce lycée, l'année dernière, on enregistrait déjà 1500 élèves déplacés internes. Non seulement le proviseur se plaint cette année du nombre de classes insuffisantes, mais le véritable problème reste le manque criard d'eau. Dans cette zone qui est située dans le département, dans cet établissement situé à Babadjou, dans le département des Bamboutos, est proche de la ville de Santa. Et là, il n'y a pas d'eau potable à l'établissement. Les enfants doivent aller dans une source pour puiser de l'eau. Les enseignants également doivent débourser une somme de 1000 francs pour aller au centre-ville de Babadjou pour pouvoir se procurer de l'eau potable. Et le proviseur, lorsque nous l'avons approché, a peur bien évidemment du fait qu'un enfant, par manque d'eau, se retrouve à se déployer dans une source et qu'on ne le retrouve pas, vu les attaques du lycée bilingue des avions et l'autre établissement. Je perds le nom, toujours dans le département des Bamboutos. Je pense qu'on devrait déjà commencer par régler ce problème d'eau qui se pose dans cet établissement. Jean de Dieu, on peut penser que cette année, avec les efforts qui sont, vous avez été à Galim, vous avez été dans le Noun, Koptamo, Bangouren, etc. Vous connaissez mieux ces zones en difficulté. Vous pensez que les enseignants, ils sont sereins? Et il faudra signaler à nos téléspectateurs, nous avons deux types de déplacés internes dans la région de l'Ouest. Nous avons d'abord des familles qui étaient partis s'installer dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, qui, à cause de la crise, ont retrouvé la région. Cela n'a pas de grand problème, mais il y a les autres qui reviennent. Mais maintenant, au regard du déploiement des forces de maintien de l'ordre, il y a des postes de sécurité avancés dans les différents arrondissements. On a pris le cas à Galim, il y a plusieurs postes. Il y a même Foun, nous sommes au niveau de Galim. Dans le Noun, on a pris le cas de Njitapon. C'est un poste avancé frontalier. À Bangouren, avant Bangoula, nous avons des postes à Marba, dont les forces de maintien de l'ordre se déploient. Maintenant, il faudrait une collaboration franche, comme le existe sur les autorités. On doit dénoncer toute présence suspecte. Mais au regard, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'éléments, mais au regard des postes de stratégie
déployés sur le terrain, on peut rassurer sur la qualité de la sécurité, puisque la région de l'Ouest s'apprête à limiter ces assauts répétés de ces assaillants séparatistes des régions du Nord-Ouest qui viennent attaquer dans notre région. On a enlevé un chef de centre de santé. Ça peut créer un autre problème au sein de la communauté éducative parce que les enseignants, les chefs d'établissement peuvent se dire peut-être que nous serons la prochaine cible. Est-ce qu'à ce niveau, le délégué régional que vous êtes, vous discutez avec les enseignants pour rassurer les uns les autres? S'agissant de la menace sécuritaire, je puis vous dire que nous travaillons en collaboration avec les autorités administratives, notamment avec Monsieur le gouverneur. Nous sensibilisons les enseignants au quotidien, surtout dans les zones criminogènes, c'est-à-dire dans des établissements situés à la lisière avec le nord-ouest et le sud-ouest. Nous leur recommandons d'être prudents. Nous leur recommandons, dans les établissements, de filtrer les entrées. Il faut utiliser régulièrement les détecteurs de métaux, les caméras de surveillance, chercher à identifier toute personne étrangère qui se présente, ne pas donner accès à certaines ONG sans l'accord préalable de la tutelle. Nous avons demandé que dans les établissements, qu'il y ait des comités de vigilance, qu'il y ait une sorte de communication. Quand on voit une personne suspecte, on doit la dénoncer auprès de l'autorité administrative ou auprès de l'administration de l'établissement. Mais les assaillants contournent toujours ces difficultés pour faire Ils sont au courant, ils savent bien qu'il y a ces dispositions qui sont prises et ils multiplient les attaques. Surtout que le lycée de Bachoua, par exemple, c'est en plein air. Il n'y a pas de barrière. Non, c'est vrai. Le lycée À Bachoua, par exemple, nous avons prescrit que les élèves soient en groupe sur le chemin de l'école. Un peu partout également. Donc, que l'élève ne se trouve pas seul sur le chemin de l'école. C'est une situation difficile, on ne peut pas prévoir. Nous sommes en guerre et chacun doit développer une stratégie. Il faut beaucoup de prudence dans les établissements scolaires, beaucoup de communication, beaucoup de collaboration, non seulement avec les autorités administratives, mais aussi avec les forces de maintien de l'ordre. Michel, il y a une solution possible? Difficile. Difficile parce qu'en fait, aussi bien la communauté éducative que les forces de maintien de l'ordre sont dans une situation qu'on peut dire, on travaille sur les conséquences et pas forcément sur les causes. Parce qu'on sait très bien pourquoi est-ce que les gens ont commencé à faire la guerre. Et aujourd'hui, on n'a pas la solution pour les arrêter. Les militaires les forces de défense et de sécurité font leur travail. Et il faut les féliciter pour ce travail. Mais elles travaillent en réaction. Elles ne sont pas proactives pour régler les problèmes qui entraînent la guerre. Parce que le terme a été utilisé, il faut le dire. Les enfants aujourd'hui sont des victimes, les enfants et les enseignants sont les victimes d'une situation qu'ils n'ont pas choisie. Ils ont le malheur d'être originaires de ces régions, ils ont le malheur d'être affectés dans ces régions-là, mais il serait important de réfléchir durablement sur les causes en amont. Et c'est en ce sens qu'il faut revenir aussi sur, et je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, toujours dans ce même débat, la promotion de la culture du dialogue en réalité. Parce qu'on va faire le procès de personnes. Ce qui se passe au Cameroun se passe aussi partout dans le monde. Vous voyez, regardez un peu en Israël, à la bande de Gaza, tout ce qui se passe. Récemment encore en Irak avec les partisans de Moqtada Assad, des chiites. Chaque fois qu'il y a ce genre de troupes, il y a une aile qui discute. Dans le cas d'espèce, avec... après le dialogue national, le grand dialogue... Tout le monde a vu les résultats du grand dialogue national. Parce qui relaient ce dialogue, non? Évidemment, le grand dialogue national, c'était une bonne solution, malheureusement mal appliquée parce que tous les protagonistes n'étaient pas associés à cette discussion. Je comprends un peu la gêne. Les protagonistes, c'est-à-dire quoi? Mais ceux qui ont commencé
et qui sont aujourd'hui interpellés, qui sont en prison. Michel, s'il n'avait pas voulu être là, qu'est-ce qu'on allait faire? Non, je ne pense pas qu'il n'ait pas voulu être là. Je crois que c'est un autre débat qu'on va engager peut-être. Mais il est important, de rappeler quand même que ce pays a besoin de dialogue pour résoudre les problèmes. On a besoin de dialogue pour résoudre les problèmes des syndicats, des enseignants. On a besoin de dialogue pour résoudre les problèmes de la guerre qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. On a besoin de dialogue même au sein de toute la société civile qui s'engage. Et je suis convaincu que les résultats seront meilleurs que la solution du tout répressif et des menaces qu'on voit aujourd'hui par rapport aux différents acteurs. Une année qui va déboucher sur le succès, la réussite totale, telle qu'on l'annonce. Oui, le dialogue, d'accord, mais il faut quand même que l'État joue aussi son rôle. L'État doit continuer l'encadrement, ce qui se fait déjà. Peut-être en appeler aussi la communauté éducative tout entière. Tous les maillons de la chaîne doivent s'impliquer, M. le délégué. Oui. Vous avez raison, parce que l'éducation commence d'abord à la maison. Le premier noyau, c'est à la maison. Les parents doivent contrôler les enfants. Les parents doivent se poser la question tout le temps. Est-ce que l'enfant revise ses leçons? L'enfant est dans quel groupe? Quand l'enfant n'est pas à la maison le samedi dans l'après-midi, où est-ce qu'il va? Parce que nous avons constaté que beaucoup de parents ont démissionné. Certains se contentent de choisir, choisir quelques répétiteurs et puis abandonnent les enfants à eux-mêmes. Donc c'est pour dire que les parents doivent s'impliquer de manière significative dans l'éducation de leurs enfants. Pour une bonne rentrée également, il faudrait inviter l'autorité administrative à jouer pleinement son rôle de sécurisation. L'autorité administrative doit envoyer des patrouilles aux abords des établissements, parce que souvent, les gens se cachent autour des établissements pour consommer la drogue et ainsi impliquer les enfants. Donc on a besoin de l'intervention des autorités administratives et de la police à ce niveau. Et les enseignants doivent croire en l'avenir. Les enseignants doivent éviter de penser qu'ils sont des laissés pour compte. L'État a une grosse considération pour le personnel enseignant. Je suis convaincu, c'est à cause de l'indisponibilité des moyens. Pour preuve, quand vous regardez le gouvernement de la République, plusieurs ministres sont des enseignants. C'est un signe d'estime du président de la République pour ce corps de métier. Il faut le comprendre comme ça. Et les enseignants sont les plus nombreux. Si par exemple on décide de donner toutes les disponibilités financières au corps enseignant, il n'y a plus de police, il n'y a plus de médecins à l'hôpital, est-ce que la société pourra fonctionner? Donc il faudrait poser le problème et puis être un peu compréhensif et patient. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet échange, cette édition de Scène de Presse consacrée à la rentrée scolaire ce 5 septembre 2022 à l'Ouest. Je rappelle que la Direction générale de la CRTV a bien voulu déployer une équipe dans cette région particulière qui accueille de nombreuses personnes déplacées internes, des enfants notamment. Et donc, nous sommes venus ici partager ces moments importants de la vie de la nation. Nous allons dire merci à nos membres du panel, nos invités, Michel, Flore, je n'oublie pas Jean de Dieu, Monsieur le délégué, merci d'être venu. Nous allons dire également, parce que tout autour de nous, il y a un monde fou, je ne vous le fais pas dire. Il y a notamment le prophète du Kunki qui nous a accompagnés du début à la fin de ce programme. Merci beaucoup, Monsieur le prophète. Il s'appelle Monsieur Jobaina Jean-Pierre, je ne dois pas oublier son nom. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit le préfet autour de nous. Nous étions rassurés que la sécurité... Michel, tout à fait. Est là. Nous allons dire merci également à Monsieur le gouverneur, à Wafonka Augustine, qui est avec nous. Merci au député Albert Kunche qui nous a accompagnés. Merci au chef traditionnel de cette
cet arrondissement, Badjoun, Bayangam et bien d'autres qui ont accepté que nous soyons là. Et merci à la direction générale de la CRTV parce que c'est déplacé de cette manière. Pour Afroche également, vous avez l'habitude de vous plaindre de la CRTV, nous sommes là aujourd'hui. On vous a donné la parole, elle était libre. J'espère que chacun a pu dire ce qu'il avait à dire. Et toute cette équipe est conduite par Evelyne Onaisomba, qui est le chef de cette émission, avec beaucoup de monde, les équipes techniques, les équipes rédactionnelles. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et demain, la fête continue à Banjoun. CRTV vous fera vivre la rentrée à Banjoun avec les déplacements des autorités publiques locales, le gouverneur, les préfets, les responsables des secteurs qui seront là. On vous permettra de vivre la rentrée à l'Ouest. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la CRTV.